Bonjour, bonjour. On va faire aujourd'hui la fin de l'item 361 sur les lésions, ligamentaires, et fracturaires pour le coup de la cheville. C'est l'item, où on a déjà parlé du genou puis de l'épaule. Donc là, on va finir, ça sera plus court cette fois-ci. On va parler notamment des fractures bimalléolaires de la cheville et ensuite des lésions ligamentaires. Allez, on part de suite sur la fracture bimalléolaire de la cheville. C'est le collège d'urgence pour ceux qui souhaitent savoir. Allez, donc je vais vous dire les mots-clés. Ça peut être sympa c'est pour vous faire une petite mise en bouche. Fracture bimalléolaire, complications cutanées, fracture de maison neuve. Mais qu'est-ce que ça peut bien cacher derrière ceci? Nous allons voir ça, mon cher ami. Allez, on est parti pour un peu d'épidémiologie. Les fractures malléolaires de l'adulte sont très fréquentes. Il y a deux terrains particuliers. Alors, premièrement, chute de sa hauteur chez un patient âgé de plus de 60 ans avec un traumatisme en torsion. Deuxièmement, traumatisme à haute cinétique chez un sujet jeune. Ça va être le petit foufou avec un traumatisme sportif, par exemple au ski notamment, ou moins drôle, un accident de la voie publique, même si un accident de ski, c'est pas drôle non plus. J'en ai fait les frais d'ailleurs, si tu te souviens bien. Bref, l'accident de la voie publique et la chute d'un lieu en hauteur. Ensuite, les types de fractures, il y en a plusieurs. Les fractures bimalléolaires sont classées en trois types. C'est d'ailleurs la classification de Duparc, selon la localisation du trait de fracture sur la malléole externe. Un petit clin d'œil à toi, cher ami externe. Variété susligamentaire, interligamentaire ou sous-ligamentaire. Donc, la fracture susligamentaire, le trait peut être transversal, oblique, court ou long, spiroïde, avec ou sans fragment en aile de papillon. La syndesmose est toujours lésée. Les mécanismes de cette fracture, ça va être en valgus et en rotation externe forcée. Valgus, donc avec le pied qui part vers, l'extérieur et en rotation externe forcée. Voilà, voilà. Ça, c'était la fracture susligamentaire. Maintenant, la fracture interligamentaire. Le trait est spiroïde et la syndesmose peut être lésée ou non. Le mécanisme, cette fois-ci, ça sera la rotation interne ou externe forcée. Voilà. Ça, c'est la fracture interligamentaire. La fracture sous-ligamentaire, cette fois-ci, le trait est transversal. Il n'y a jamais d'atteinte des ligaments tibio-péronéens inférieurs. Le mécanisme, c'est un varus forcé. Le varus forcé, c'est quand on a le pied qui va partir en fait qui va partir avec la plante tournée vers l'intérieur. Donc comme si on allait essayer de poser la malléole externe par terre. C'est bête, mais c'est ça au final. Donc ça, c'est la fracture sous-ligamentaire. Les cas particuliers, on a la fracture de maison neuve. Ça, c'est la fracture de la malléole médiale et du col fibulaire. Et on observe une déchirure de la membrane interosseuse. Ensuite, on a la fracture équivalente de bimalléolaire. Là, ça serait une fracture de la malléole latérale et diastasis médiale sans fracture. Et la fracture, pas la facture, trimalléolaire, c'est une fracture de la malléole latérale, de la malléole médiale et marginale postérieure. Voilà, voilà. L'examen clinique. Donc, lors de l'interrogatoire, on aura notion d'un craquement audible, des antécédents médicaux susceptibles de favoriser les complications cutanées, comme le diabète, une corticothérapie, une insuffisance veineuse chronique, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs et un tabagisme.
et on aura également une douleur importante et une impotence fonctionnelle totale. À l'examen physique, on va analyser la déformation. Donc de face, qu'est-ce qu'on va observer? On aura un élargissement du coup de pied, un coup de hache latéral, un pied en éversion, une saillie médiale. De profil, on aura un raccourcissement de l'avant-pied, une saillie antérieure du tibia, un pied en équin, c'est-à-dire en rotation interne et en éversion. Heu, non, en inversion, pardon. Et on aura un aspect de concavité du tendon d'Achille. La palpation des malléoles sera évidemment douloureuse. On va rechercher systématiquement une douleur au niveau du col fibulaire. Là, c'est la fracture de Maisonneuve. On va rechercher des complications premièrement cutanées. Donc on peut avoir des phlictènes, des dermabrasions, une ouverture cutanée. Des complications neurologiques, là, ce sera en cas de lésion du nerf fibulaire commun dans la fracture de Maisonneuve. Et des complications vasculaires, on va faire pour ça une palpation des pouls distaux en systématique. Pour faire le bilan paraclinique de ces fractures, on va faire en premier lieu, vous vous en doutez, des radiographies. On va donc faire une radiographie standard de cheville de face et de profil, plus une radiographie de la jambe si on a un doute sur une fracture de Maisonneuve. On va définir le siège de la fracture, le nombre de fragments, s'il y a un déplacement ou pas, et on va pouvoir déduire, ceci à partir du mécanisme. On peut également faire un scanner de la cheville. Là, il y a pas d'indication de le faire en urgence, sauf si on a un doute sur une fracture complexe. Et on va également réaliser un bilan préopératoire ensuite si indiqué. Donc là, on va faire le groupage, le résus, les RAI, également un ECG et une radiographie pulmonaire. La prise en charge thérapeutique de ces fractures, qu'est-ce que ça va être? S'il y a, une déformation et avec une luxation, on va faire une réduction en urgence par la manœuvre dite d'arrache-botte. Donc ça, c'est l'image est bonne, hein, vous pouvez, imaginer ce à quoi ça peut ressembler. On va faire également une immobilisation plâtrée en cas de luxation ou de déplacement important, pour la prévention des complications cutanées. La prise en charge chirurgicale en urgence, même si le déplacement est modéré, se fera pour réduction et ostéosynthèse au bloc opératoire sous anesthésie générale ou loco-régionale, pour les plus courageux. On va faire ensuite une immobilisation sans appui pendant 6 semaines en post-opératoire. Voilà pour les fractures bimalléolaires de la cheville. On va enchaîner ensuite avec les lésions ligamentaires de la cheville. On va commencer par les petits mots-clés. 18-55 ans, accident sportif, traumatique, ligament collatéral latéral, critères d'Ottawa, radiographie standard, protocole RIS et ATEL. Le compte est bon. Épidémiologie de la lésion ligamentaire de la cheville, c'est la lésion traumatique la plus fréquente. Comme on l'a vu dans les mots-clés, elle se produit chez les personnes qui ont entre 18 et 55 ans, lors d'un accident sportif ou de la vie quotidienne. Ça représente 15 à 20 des traumatismes sportifs, donc quasiment un cinquième des blessures lors de l'activité sportive, c'est beaucoup. La majorité touche le ligament collatéral latéral. Un petit peu d'anatomie. Donc, le ligament collatéral latéral, anciennement appelé LLE, pour ligament latéral externe, est constitué de 3 faisceaux. Le faisceau antérieur, c'est le ligament talofibulaire antérieur, qui relie le talus à la fibula, de manière antérieure. Donc il va du bord antérieur et supérieur de la malléole latérale jusqu'au col du talus, où il s'insère juste en avant de la surface articulaire.
Le faisceau moyen du collatéral latéral, c'est le ligament calcanéo-fibulaire. Celui-ci, il va de la pointe de la malléole latérale à la face latérale du calcanéum. Et on a enfin le faisceau superficiel. Donc, lui, c'est le ligament talofibulaire postérieur, alors que l'antérieur, c'est le talofibulaire antérieur. Donc là, le talofibulaire postérieur, qui va du bord postérieur de la malléole latérale à la partie postérieure de l'apophyse latérale du talus. Voilà, voilà. On peut avoir une rupture d'avant en arrière de ces 3 faisceaux lors d'une entorse. Ça, c'était pour le ligament collatéral latéral. Et on a ensuite le ligament collatéral médial, anciennement appelé LLI, donc latéral interne. Et là, on a 2 plans, un profond et un superficiel, tout simplement. À propos du mécanisme traumatique, on a une entorse externe. Donc là, ce sera le varus équin forcé le plus fréquent, donc avec le pied en inversion. Et pour l'entorse du LCM, donc du collatéral médial, cette entorse ces entorses même sont rares car, moindre sollicitation du pied en éversion ou, dans le pire des cas, associée à une fracture malléolaire. L'examen clinique, il est bilatéral et comparatif, comme toujours. À l'interrogatoire, on va rechercher le mécanisme du traumatisme. On aura des notions de craquement, une impotence fonctionnelle initiale, partielle puis totale, un œdème diffus, un hématome périmalléolaire externe plus ou moins interne et une hémarthrose qui se traduit par un gonflement antérieur de la cheville. À l'examen clinique, il faut savoir qu'il est souvent pris en défaut avec une entorse bénigne avec une impotence complète et une entorse grave avec une impotence fonctionnelle modérée. On aura une douleur à la palpation du ligament collatéral latéral. On va rechercher une douleur de la base du 5e métatarsien, de l'os naviculaire, de la fibula et de la malléole médiale pour rechercher un diagnostic différentiel. On va rechercher un bâillement talocrural en varus forcé et en tiroir antérieur. Il faut savoir que c'est souvent difficile à rechercher à la phase aiguë liée à l'œdème, à l'inflammation, etc. On va éliminer une luxation des fibulaires. Là, on aura une mobilité anormale des tendons fibulaires lors de l'éversion contrariée. Et on va ensuite aussi éliminer une rupture du tendon d'Achille. Les examens paracliniques de ces lésions ligamentaires, quels vont être? Ça sera en premier lieu, il y a la radiographie standard, avec les critères d'Ottawa qui permettent de rechercher des critères cliniques permettant d'orienter vers un diagnostic différentiel. Si l'un de ces critères d'Ottawa est retrouvé, une radiographie de face et de profil de cheville doit être réalisée. Les critères, ce sont l'âge inférieur à 18 ans ou supérieur à 55 ans, une douleur à la palpation des malléoles médiales et latérales sur 6 centimètres, une douleur à la palpation de la base du 5e métatarsien ou de l'os naviculaire et l'impossibilité de faire 4 pas aux urgences. Donc si on retrouve l'un de ces critères, on va faire une radio pour éliminer la fracture. Ce sont les signes de gravité, en fait, qui ne correspondent pas, à ce qu'on retrouve généralement lors d'une entorse simple. Et donc la radiographie standard, ce sera face profil et la base du 5e métatarsien. Si on a une entorse de cheville simple, pardon, la radiographie sera tout à fait normale et on pourra éliminer la fracture. On peut faire une échographie de la cheville. Là, ça permet le diagnostic en visualisant la rupture ligamentaire et son étendue. D'ailleurs, il y a une petite faute d'orthographe, il manque un E à la fin du mot étendu. Ça n'a aucune importance, mais ça me fait mal aux yeux, donc bon, voilà, voilà. Si vous avez bossé sur le collège d'urgence, peut-être que vous l'aurez remarqué. N'hésite pas à me le faire savoir, ça m'intéressera plus ou moins, mais bon.
Ça bon allez, on enchaîne. L'IRM, il faut savoir que ça n'a pas d'indication en urgence. C'est indiqué cependant dans le cadre de la laxité chronique. On peut faire aussi une radiographie dynamique. Là, pareil, il n'y a pas d'indication en urgence. On va faire ça pour le bilan d'instabilité chronique à la recherche d'une laxité différentielle avec des clichés de face en varus forcé et de profil en tiroir antérieur. En cas de tiroir antérieur supérieur à 8 millimètres et ou de bâillement latéral supérieur à 12 degrés, on peut parler d'une entorse grave. Et là, le plus important, la prise en charge thérapeutique pour les entorses bénignes. Donc là, on va faire un traitement fonctionnel par le protocole RICE, le RI en anglais. Mais ça, c'est l'acronyme en fait de repos, rest, de ICE, glaçage, de contention pour le C avec une attelle amovible et élévation du membre pour éviter l'œdème. On va également donner des antalgiques, bien sûr, et on va faire une réévaluation à 5 jours. On va ensuite avoir une phase de rééducation avec physiothérapie et cryothérapie. Et si la marche est impossible, et donc il y aura une immobilisation, on va faire une anticoagulation préventive. Ça, c'était pour les entorses bénignes. Pour les entorses graves, on va immobiliser la cheville avec une attelle rigide ou un plâtre de marche pendant 45 jours, un mois et demi. Et on va également, là, pour le coup, penser à la prévention avec l'anticoagulation préventive pour éviter de faire la TVP. Voilà, on a fini cette partie sur les lésions de la cheville. Donc là, c'est un chapitre plus court, un épisode plus court pour voilà, être tranquille et pouvoir profiter de sa journée tranquillement. J'espère que ça t'aura plu, que tu vas être, réconcilié avec la traumato si tu ne l'aimes pas. Mais il faut savoir qu'elle, elle t'aime et elle te souhaite plein de courage pour cette semaine des ECN blancs. J'espère que ça sera bien passé pour toi et voilà, que ça t'aura donné un petit avant-goût de l'ECN et si tu n'es pas en sixième année, eh bien, j'espère que tout se passe pour le mieux, que tes stages se passent également bien, que tu prends du plaisir et qu'il te tarde l'internat pour, appliquer tout ça avec des responsabilités accrues. Bon bref, je divague un petit peu, il est tard, je suis fatigué, je vais aller me coucher et je te fais une bise affectueuse. Ciao, ciao!